Une nuit de juillet 1989, deux amis passent le temps en dégustant des pépitos et en se remémorant les meilleurs souvenirs de ces derniers jours. L'instant est léger, ils rigolent de ce qu'ils ont fait ces dernières 24 heures. Ah, ils ont dû bien s'amuser. Ben, pas vraiment. En tout cas, pas de notre point de vue. Si vous êtes sain d'esprit, évidemment. Non, eux, ce qui les amuse, c'est plutôt le sang et la torture. En l'espace de quelques semaines, ils ont même réussi à plonger la région toulousaine dans une horreur indescriptible. À tel point que des gens ont demandé le retour de la peine de mort en France. Et je vais vous raconter en détail la vie sanglante de ces tueurs qui sont comptés parmi les plus sadiques et les plus cruels de l'histoire française. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue en enfer. Croyez-moi, là, on attaque l'une des affaires les plus immondes que j'ai eu à raconter. Et malheureusement, c'est français. Juste avant, très rapidement, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos qui arrivent. Et moi, ça m'aide beaucoup. Merci à vous. En cette fin du mois de mai 1989, Louis et Jacqueline Rabout, un couple sans histoire résidant dans l'Aude, savourent la vie douce et paisible qui se profile à l'horizon. Bah, ils ont de la chance, dis donc, parce que nous, en 2025, on rate du sang. Et tout ce qui se profile à l'horizon, c'est chômage, impôts et coups de couteau. Mais eux, ils sont au seuil de leur retraite. Et en plus de ça, leur fille unique, Isabelle, kinésithérapeute tout juste diplômée, fait depuis toujours leur plus grande fierté. Âgée de 23 ans, la jeune femme a quitté le nid depuis quelques temps déjà. Mais c'est seulement maintenant qu'elle commence à faire ses premiers remplacements en tant que kiné. Un premier tremplin pour, elle l'espère, ouvrir bientôt son propre cabinet. Mais elle souhaite pas griller les étapes. Avant ça, elle a bien conscience du fait qu'elle doit faire ses armes, comme la plupart de ses confrères débutants. Elle ose tout de même rêver du jour où elle pourra enfin accrocher sa petite plaque devant la porte de son local dans l'Aude, tout près de chez ses parents. En attendant, la jeune femme se déplace au gré des remplacements dans son département natal et dans les départements voisins. C'est justement dans ce contexte qu'elle se retrouve à Toulouse le soir du 30 mai 1989. Une centaine de kilomètres seulement séparent le domicile de ses parents de la ville rose, ce qui permet à Isabelle de faire le trajet dans la journée sans avoir à passer des heures dans la voiture. Ça va Toulouse ? Vous dérange pas trop ? Parce que bon, on passe quand même souvent par chez vous sur cette chaîne. Vous auriez peut-être pas tendance à être un peu... Bon, ce soir-là, Isabelle pourrait donc tout à fait rentrer chez elle. Mais elle décide de profiter de l'occasion pour se rendre chez des amis qui habitent à Colomiers, dans la banlieue toulousaine. Après quoi, il est prévu qu'elle reprenne la route pour Toulouse où elle est censée passer la nuit chez une autre de ses amies. Effectivement, un peu avant minuit, la soirée prend fin et la jeune kinésithérapeute reprend place derrière le volant de son Opel Corsa blanche. Sauf qu'elle n'arrivera jamais chez la fameuse amie. C'est en tout cas ce que cette dernière constate avec stupeur le lendemain matin, lorsqu'elle découvre que la chambre qu'elle avait préparée pour la jeune femme est vide. Les draps n'ont pas bougé et tout semble exactement comme elle l'avait laissé la veille. Personne n'a dormi là, c'est un fait. Inquiète, elle contacte tous les amis qu'Isabelle et elle ont en commun, dont ceux qui étaient présents à la soirée la veille. Mais personne n'a vu la jeune femme depuis lors. Du côté de Louis et Jacqueline Rabout, les parents, c'est le même son de cloche. Leur fille aurait tout à fait pu décider de modifier ses plans à la dernière minute et de rentrer dans l'Aude. Oui, peut-être. Sauf que là-bas aussi, on est sans nouvelles d'elle. Et le plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'elle ne leur a même pas téléphoné pour les prévenir qu'elle ne sera pas là, comme prévu, au petit matin. Elle a tout bonnement disparu. Le père d'Isabelle pense tout de suite au pire, car il sait bien que ce silence soudain ne ressemble pas à sa fille. Le lendemain, il se rend donc au commissariat de Toulouse, affreusement inquiet. À cette époque, en France, quasiment personne ne peut se payer le luxe d'avoir un téléphone portable, un objet encore rare et très peu accessible. Jacqueline, la mère d'Isabelle, attend donc chez eux, près du téléphone, au cas où sa fille tenterait de les joindre. Suspendue avec désespoir au combiné, elle espère un miracle, tandis que son mari expose la situation aux hommes de la section de recherche de la police judiciaire, la fameuse SRPJ. Mais vous voyez déjà venir le problème. Isabelle étant majeure et vaccinée, il y a de très fortes chances pour que les autorités attendent un bon moment avant de s'activer et de lancer des recherches. Et bah ça loupe pas. À la fin des années 80, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, la règle c'est un peu « débrouillez-vous » dans le cas où l'un de vos proches disparaîtrait après sa majorité. La loi se basant sur le fait que chaque individu majeur est en droit d'aller et de venir à sa guise, et même de disparaître volontairement, aucune requête officielle n'est déclenchée, sauf en présence de certains aspects inquiétants. Ce serait le cas par exemple si la personne en question a fait l'objet de menaces de mort.
Si elle a rédigé une lettre dans laquelle elle exprime son intention de mettre fin à ses jours, si elle est vulnérable, malade ou encore si elle est liée à une scène de crime, ou si elle n'a pas payé ses impôts. Bon, non, le dernier c'est moi qui l'ai rajouté, mais je suis sûr qu'il vous recherche aussi. Quoi qu'il en soit, dans le cas d'Isabelle, rien de tout ça ne s'applique. Mais les parents de la jeune femme vont avoir droit à un coup du sort qui va jouer en leur faveur et mobiliser instantanément les forces de l'ordre. Tandis que Louis Rabou se trouve encore entre les murs du commissariat, le téléphone sonne à son domicile. Jacqueline se précipite sur le combiné, le cœur battant à tout rompre. Mais c'est pas Isabelle au bout du fil. C'est la gendarmerie de Carcassonne qui la prévient qu'on vient de retrouver l'Opel Corsa de sa fille, carbonisée. Elle vient d'être découverte à une dizaine de kilomètres de Toulouse, abandonnée dans le secteur de la base aérienne de Francazal, dans une zone boisée qui sert aussi de dépôt sauvage. Grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, le lien est rapidement fait avec la kinésithérapeute. Et les forces de l'ordre ne traînent pas pour se rendre sur place afin de mener les premières investigations. Une fois devant la carcasse encore fumante, ils saisissent vite un premier élément essentiel. Le feu qui a entièrement consumé le véhicule a été amorcé avec de l'essence. Par contre, il n'y a pas la moindre trace de la jeune femme. Ce qui en soi n'est ni rassurant, ni alarmant. En fait, ça fait que soulever encore plus de questions. D'abord, comment la voiture d'Isabelle a-t-elle bien pu se retrouver incendiée à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle était censée passer la nuit? Et pour quelle raison? Mais surtout, où se trouve la jeune femme? Et est-elle en danger? Autant d'interrogations qui jettent le spectre d'un acte criminel sur ce mystère et qui poussent les policiers à prendre tout de suite des mesures conséquentes. Mais en l'absence des procédés techniques que la police utilise aujourd'hui, tels que les relevés ADN, l'enquête débute à peine qu'elle se trouve déjà dans une impasse. Même après avoir passé à la loupe le lieu de l'incendie, la PJ de Toulouse ne trouve rien qui puisse être susceptible d'orienter les équipes sur de possibles pistes. Et la voiture en elle-même, calcinée du sol au plafond, ne leur est pas d'une très grande utilité non plus. Voilà donc tout ce qui compose le dossier de cette affaire. Un véhicule incendié et sa conductrice volatilisée. Il y a tout de même un élément qui, mine de rien, fait un peu tiquer les policiers. Le lieu où a été abandonné l'Opel. Parce que la zone se situe à environ 200 mètres de la base opérationnelle mobile aéroportée parachutiste, la BOMAP, l'unité logistique et technique de la base aérienne de Francazal. En gros, c'est là-bas qu'on s'occupe de stocker et gérer les équipements, pièces et munitions diverses. La base aérienne de Francazal est donc un immense complexe qui réunit à la fois une base de l'armée de l'air et la BOMAP. À l'époque, elle compte pas seulement des militaires de carrière, mais aussi un bon nombre d'appelés du contingent. Autrement dit, des citoyens français de la même classe d'âge incorporés dans l'armée pour une durée déterminée. Et oui, ça semble loin pour beaucoup d'entre nous, mais avant que Jacques Chirac ne le suspende, en 1997, le service militaire était obligatoire et tout le monde devait y participer. Moins de McDo, plus d'abdos. Ouais, si seulement. Une fois leur service effectué, ces appelés retournent donc à la vie civile. D'ailleurs, c'est justement l'un d'entre eux, affecté à un poste de garde, qui a repéré la fumée de l'incendie et alerté ses supérieurs. Au premier abord, ce lieu où a été abandonné le véhicule de la kinésithérapeute semble pas si déroutant en soi. À ceci près, les parachutistes de la BOMAP, pour la plupart des appelés du contingent, se sont pas forgés la meilleure des réputations dans la région. Beaucoup d'entre eux ont pour habitude de sortir faire la fête en ville après leur service, en se saoulant allègrement et en créant bien souvent des troubles à l'ordre public. À ce moment-là, on compte même plus le nombre d'accrochages en boîte de nuit et les vols de voitures ou d'autoradios dont ils se sont rendus coupables. Les enquêteurs voient donc d'un très mauvais œil le fait que la voiture d'Isabelle se soit, comme par hasard, retrouvée aux portes de la base. Soyons clairs, pour eux, les paras de Francazal ont de grandes chances d'être impliqués dans cette histoire. Mais là, l'enjeu est plus le même. Il s'agit plus d'une simple bagarre dans un bar. On parle de la disparition d'une jeune femme. Et si cette fois, la virée nocturne des militaires avait dérapé jusqu'à franchir le point de non-retour? Bon, il faut bien l'avouer que c'est aussi un peu par dépit que la BOMAP se trouve en plein dans le viseur de la police. Tout simplement parce qu'aucune autre piste ne s'ouvre face à eux. Mais puisqu'il faut bien commencer quelque part, autant enquêter tout de suite au cœur de la base et secouer le cocotier chez les soldats. Ah, vous y avez cru, hein? Vous êtes encore un peu naïf. On touche pas à l'armée, vous êtes fous, quoi, c'est chasse gardée. Le parquet de Toulouse a beau avoir ouvert une information judiciaire pour incendie et séquestration, les policiers n'ont aucunement le droit de fourrer leur nez dans les dossiers militaires. Et oui, ce genre d'enquête doivent être menées par une autorité militaire.
Et ça, c'est non négociable. Puisque c'est tout ce qu'il y a à faire, on désigne tout de même un adjudant de la base censé se charger lui-même de l'affaire en interne. Mais disons que cette histoire est vite reléguée en bas de la pile de ces dossiers à traiter. Estampillé du tampon, rien à foutre. Faut bien le dire, hein. L'armée n'a pas franchement envie que l'on vienne remuer ses petites affaires. Et si les paras de la BOMAP ont effectivement quelque chose à se reprocher, ça risquerait bien de pas faire joli dans l'histoire de la base. Malheureusement, de son côté, la police judiciaire est totalement tributaire du bon vouloir de l'adjudant et n'a d'autre choix que d'attendre patiemment les premiers retours du gradé. Celui-ci les recontacte finalement pour déclarer qu'il a parcouru tous les dossiers de ces hommes et que rien ne permet d'établir un lien entre Isabelle et l'un des militaires opérant à la base aérienne. Pour résumer, personne ne semble avoir été en relation directe avec la jeune femme. Et ça s'arrête là, car il n'existe pas de registre détaillant les entrées et sorties des militaires. Dommage, car il aurait pourtant été bien utile de savoir lequel d'entre eux a quitté la base la nuit du 30 au 31 mai. Les jours s'écoulent donc sans le moindre semblant de réponse. Et tandis que de leur côté, Louis et Jacqueline Raboud remuent ciel et terre, le mystère se hisse en tête de tous les journaux de la région. Tous se demandent où la jolie kinésithérapeute a bien pu passer et ce qui a pu lui arriver. Et même si personne n'ose le formuler à voix haute, les Toulousains frissonnent à l'idée que la jeune femme ait pu croiser le chemin d'un tueur qui vivrait parmi eux. 5 semaines après sa disparition, la réponse tombe finalement comme un coup près. Nous sommes alors le 3 juillet. C'est par cette chaude journée d'été qu'un agriculteur habitant le village de Saint-Lys, à une vingtaine de kilomètres de Francazal, grimpe dans son tracteur pour aller moissonner son champ de blé. Alors qu'il s'affaire à la tâche, tout à coup, en bordure du champ, c'est la pire des visions d'horreur. Un corps humain, dont il ne reste qu'une dépouille en putréfaction, figée dans la mort. Les policiers toulousains, aussitôt prévenus, foncent sur les lieux. Comme on le pressentait, le prénom d'Isabelle ne va malheureusement pas mettre très longtemps avant d'être définitivement associé au cadavre qui vient d'être découvert. La dentition, ainsi que les bijoux, correspondent à ceux de la kinésithérapeute. C'est la plus terrible des ondes de choc qui se propagent dans la région. Suspendue depuis plusieurs semaines à l'espoir de retrouver la jeune femme en vie. D'autant plus que le corps est dans un état véritablement horrible. Le médecin légiste qui l'examine ne peut d'ailleurs plus en tirer beaucoup d'informations après qu'elle ait passé 5 semaines à se décomposer en plein air et sous de fortes températures. Sauf qu'il est certain d'une chose, la jeune femme a vécu un calvaire avant sa mort. Un premier point met ce constat en évidence. Une double fracture de l'os hyoïde située au niveau de la gorge. Ça laisse sans nul doute à penser qu'Isabelle a été étranglée, avec une force et une brutalité peu communes. Visiblement, elle a aussi été poignardée, dans le dos, à de multiples reprises. Et puis, ses vêtements sont déchirés, et son pantalon a été baissé sur ses cuisses, ce qui permet à l'expert de s'avancer sans trop de risques sur l'idée d'une probable agression sexuelle. Par contre, il lui est impossible de déterminer formellement quand elle est décédée, ni si c'est l'étranglement ou bien les coups de couteau qui ont été à l'origine de sa mort. Alors que ce qui n'était jusque-là qu'une simple affaire de disparition prend une tournure bien plus macabre. Un point, en particulier, ne cesse d'obséder les enquêteurs. On est encore et toujours dans la zone de la BOMAP. Tous les regards se tournent donc vers la base opérationnelle. Car à présent, ils en ont la certitude. Un monstre se cache derrière ces murs. Un monstre qui, dans l'ombre, va avoir le temps de récidiver et qui va plonger la région toulousaine encore plus loin, dans l'horreur. Bon, le seul effort que l'armée consent à faire est de relire les dossiers des soldats présents sur la base de Francazal, au cas où quelque chose leur aurait possiblement échappé. Ils sont devenus documentalistes à l'armée ou c'est comment? C'est trop demandé de poser 2-3 questions? Impuissants face à ce manque criant de motivation, les policiers, eux, ont pourtant la conviction que toutes leurs réponses se trouvent là-bas. Et forcément, l'enquête s'enlise et la frustration ronge. D'autant qu'à peine 10 jours plus tard, le cauchemar semble se répéter en tout point. L'aube pointe à peine ce matin du 13 juillet, lorsqu'une sentinelle en poste à la BOMAP repère une nouvelle lueur inquiétante dans le ciel. De grandes gerbes de flammes orangées crépitent quelques centaines de mètres plus loin. Le militaire pense tout de suite à un feu de broussailles et contacte les pompiers qui interviennent pour éteindre ce qui s'avère être en fait une voiture en train de brûler. Eh oui, encore une. Cette fois-ci, il s'agit d'une 205. Mais tout comme l'Opel d'Isabelle, elle a été abandonnée là avant d'être aspergée d'essence, puis incendiée. Une fois de plus, les soldats du feu ont éteint les dernières flammes. Les gendarmes procèdent à l'inspection générale du véhicule, les sièges avant, arrière, puis ils ouvrent le coffre, complètement noirci et tordu par la chaleur, sans s'attendre forcément à quoi que ce soit. Mais la vision qui les attend à l'intérieur de celui-ci,
s'apprête à les hanter pour de très longues années. 2 corps humains, jetés tête bêche, que les flammes ont presque entièrement consumés. Le traumatisme du meurtre violent d'Isabelle Rabou est encore vif dans l'esprit des Toulousains au moment de cette macabre découverte, ce qui ne fait qu'attiser l'abomination de ce double crime. Si les victimes, à présent au nombre de 3, ont toutes été tuées par le même individu, on entre alors clairement dans le schéma d'un tueur en série. Mais la police n'en est pas encore à déterminer ce statut. Pour l'heure, elle tente d'identifier les 2 dépouilles retrouvées dans la 205, ce qui sera sûrement pas une mince affaire. Les cadavres sont en effet brûlés à 90%. Ils ont tout simplement plus de visage. Malgré ça, le légiste est en mesure de déterminer un point important, qui va horrifier encore plus l'opinion publique. Il s'agit de 2 jeunes filles. Impossible d'en savoir plus pour l'instant, mais c'est déjà bien assez pour la PJ, qui ne peut que relever les innombrables points communs qui relient ce crime à l'affaire d'Isabelle. Et donc, à leur intuition concernant les paras de la BOMAP. Tout d'abord, le secteur, bien évidemment. Les 2 véhicules ayant été retrouvés à 200 mètres l'un de l'autre dans la zone de la base aérienne. Mais aussi le fait que les victimes étaient toutes de sexe féminin et que les voitures ont systématiquement été incendiées. Seulement, l'état-major de la base, qui apprend le drame à travers la presse, se défend, en arguant notamment que les militaires ne sont pas assez stupides pour réitérer 2 fois le même crime au même endroit. Message subliminal, merci de nous prêter un minimum de QI. Mais le malaise finit tout de même par s'infiltrer dans les rangs de l'armée. Et si les policiers avaient raison depuis le départ ? Quoi qu'il en soit, à présent, l'urgence est de stopper cette série noire. Et pour ce faire, le procureur décide de frapper un grand coup. Puisque la police ne peut pas entrer dans la base et que les militaires visiblement ont la flemme, il confie cette nouvelle affaire à la gendarmerie, qui, à la différence de la police, a l'avantage de faire partie de l'armée. Fini les petits secrets. Et oui, à la différence de leurs collègues, ces derniers ont donc accès à tous les passe-droits, y compris à l'intérieur de la BOMAP qu'ils investissent aussitôt. Là, ils exigent de pouvoir consulter la liste de tous les appelés du contingent qui ont manqué à l'appel les jours précédant la découverte de la 205 incendiée. Et en tout, ils obtiennent 10 noms, 10 suspects potentiels, qui se sont absentés au moment du crime et qui, dans les faits, auraient donc eu le temps de commettre le double meurtre. Mais 2 d'entre eux sortent particulièrement du lot à cause de leur passé difficile et de leur parcours compliqué. Un certain Thierry Elborgi, ainsi qu'un dénommé Philippe Siauve, âgés respectivement de 19 et 20 ans. Le premier n'est pas rentré à la base le 14 juillet au matin, alors qu'il était prévu qu'il participe au défilé de la fête nationale. Il est donc depuis lors déclaré déserteur. Le second, Philippe Siauve, était bien présent lors du défilé du 14 juillet. Il s'est pas absenté dans la fourchette de temps qui intéresse les gendarmes, mais lui aussi a étrangement déserté la BOMAP. Il n'a pas repris son poste après sa permission du week-end. Alors forcément, ces absences soudaines et précipitées interrogent. On ne peut s'empêcher de penser que c'est pas pour rien que les 2 hommes, amis depuis qu'ils étaient tous 2 affectés au pliage des parachutes, ont pris la fuite. Les voilà donc très activement recherchés par les forces de l'ordre, mais aussi par l'armée. Sauf qu'à cet instant, ils peuvent se terrer dans un coin perdu à l'autre bout de la France, ou même pire encore, avoir passé la frontière espagnole. Effectivement, les déserteurs ont avalé les kilomètres depuis le début de leur escapade. 400 exactement. Mais ça, les gendarmes le savent pas encore. Ils vont devoir attendre que le duo sème à nouveau la mort sur son chemin, pour enfin les localiser en Isère, à Saint-Romain-de-Jalionnas, d'où est justement originaire Philippe Siauve. La 4e victime s'appelle Marcel Douzet. Le 18 juillet au petit matin, il enfourche sa mobilette en direction d'un bois qu'il connaît bien et qui se situe près du village. À 62 ans, Marcel est un père de famille fraîchement retraité, que tout le monde considère comme une petite figure locale. Le sexagénaire, dont les racines sont profondément ancrées dans l'histoire du village, fait même la fierté des habitants pour son engagement dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un profond amoureux de la nature, qui exerce bénévolement en tant que garde-chasse. Ce matin-là, il a justement reçu l'appel d'un habitant lui signalant la présence de renards dans la forêt. Et il se rend sur place pour évaluer la situation. Il prévoit de rentrer avant 9h de sa tournée matinale, comme il en a strictement l'habitude. Et il faut bien comprendre que Marcel n'a jamais commis d'impair à ce sujet, ce que sa femme et sa fille savent mieux que quiconque. Mais ce mardi 18 juillet, étrangement, il ne réapparaît pas sur le pas de la porte, ni à 9h, ni même une demi-heure plus tard, ce qui met automatiquement la puce à l'oreille de sa femme. Elle pressent que quelque chose a dû lui arriver.
pensant d'abord naturellement à un accident de la route ou bien un malaise en forêt. Avertis de la situation, les proches du garde-chasse, ses amis mais aussi de nombreux habitants du village se rassemblent pour organiser une battue dans les bois. Malheureusement, ces premières heures de recherches intensives se soldent par un échec cuisant. Alors, en fin d'après-midi, l'angoisse pousse la famille à se rendre à la gendarmerie. Et là-bas aussi, on trouve cette disparition plus qu'inquiétante. Marcel Douzet n'a pas atteint un âge extrême, mais il est plus tout jeune non plus. Et puis, surtout, cette absence prolongée et inexpliquée tranche complètement avec ses habitudes. Une nouvelle battue est organisée dans une large zone entourant le village quelques heures plus tard, soutenue par plus de 80 agents des forces de l'ordre, accompagnés de chiens, ainsi qu'un hélicoptère de la section de recherche. La nuit commence à tomber quand enfin, le premier indice apparaît, le fusil de Marcel, abandonné en plein milieu d'un champ. Il doit pas être très loin. Un constat qui redonne de la vigueur et un peu d'espoir aux dizaines de personnes mobilisées depuis de longues heures pour le retrouver. Mais c'est vers 19h que tout s'accélère. 2 hommes viennent d'être surpris dans la zone de la battue, s'enfuyant à toutes jambes à la vue des gendarmes. Ils auraient été moins suspects s'ils avaient fait semblant d'être en train de se promener, mais voilà. Comme on dit, ils se sont grillés tout seuls. La traque, qui ne dure pas bien longtemps, va conduire les gendarmes jusque dans le sous-sol d'une maison du village. Les suspects pensaient pouvoir se cacher suffisamment longtemps dans cette maison avant de réaliser qu'ils avaient tout un bataillon à leur trousse, acculé et à court d'options. Les 2 champions se rendent sans faire d'histoire et déclinent leurs identités. Philippe Siauve et Thierry Elborgi. Très vite, la foule qui participait à la battue se presse autour de l'habitation. Parmi elles, il y a tout de même un homme qui n'était pas du nombre des volontaires, le médecin du village, Renaud Marceau. Lui aussi est venu assister à cette arrestation un peu rocambolesque et inhabituelle dans le coin. Mais à la différence des autres, il connaît les 2 fuyards. D'ailleurs, il s'avance spontanément vers les gendarmes, en se présentant. Il a quelque chose à leur dire au sujet des garçons. En effet, à 17h30, pendant que tout le village se mobilisait aux côtés des forces de l'ordre afin de retrouver Marcel, il a eu la surprise de voir Philippe Siauve et Thierry Elborgi faire irruption dans son cabinet. Si c'est la première fois qu'il voyait Thierry, le praticien connaissait déjà Philippe Siauve, puisqu'il a grandi dans ce village. D'ailleurs, il n'est autre que son médecin de famille. Ce dernier, tout aussi nerveux que son comparse, explique alors qu'il n'est pas rentré à la BOMAP depuis plusieurs jours, à cause de problèmes de santé, et qu'il a donc besoin d'un certificat médical afin de justifier son absence. Mais au premier coup d'œil, le docteur Marceau comprend que Siauve n'est pas du tout malade, et qu'il est en train de lui demander de réaliser un faux. C'est un refus catégorique. En réponse, Thierry Elborgi se lève de sa chaise, et d'une voix agressive et menaçante, il dit « Il peut faire ce certificat, et il va le faire. » La brutalité du militaire n'atteint pas son but. Le médecin n'en démord pas. Hors de question pour lui d'établir un document frauduleux, qu'il rendrait complice d'on ne sait quoi. Courageusement, il choisit de ne pas montrer sa peur. Bien qu'à cet instant, il se sente réellement en danger. La consultation prend fin sur ces mots lourds de menaces, sans qu'il n'ait cédé à ses exigences. Les 2 militaires repartent bredouille. À cet instant, Renaud Marceau n'imagine pas à quoi, ou plutôt à qui, il vient d'échapper. C'était là les monstres de Francazal, qui ont ôté gratuitement la vie d'un homme quelques heures plus tôt. Cet homme, c'est Marcel Douzet, le garde-chasse, abattu d'une balle en pleine bouche, et dont le cadavre va finalement être découvert dans un sous-bois, le soir même. Mais avant même que l'on découvre le triste sort du sexagénaire, les gendarmes, qui ont placé Thierry Elborgi et Philippe Siauve en garde à vue, entament la procédure habituelle. Et celle-ci débute toujours par le fait de rentrer le nom du ou des individus dans le fichier central, ce qui donne tout de suite un premier aperçu sur l'historique criminel de la personne en question. Les militaires qui ont tenté de forcer le médecin du village à leur faire un faux certificat de santé, et qui, surtout, ont fui face aux représentants de la loi, n'y échappe pas. Quelle n'est donc pas la surprise des gendarmes lorsqu'ils découvrent que ces 2 petits malins sont des déserteurs de la base militaire de Francazal, et qu'ils sont en plus activement recherchés par leurs collègues de la Ville Rose pour être entendus dans 2 affaires de meurtre. Un coup de fil plus tard, les enquêteurs toulousains sont avertis du fait que les paras qu'ils recherchent sont au commissariat de Crémieux, en Isère. La raison ? Ce n'est plus seulement parce qu'ils ont détalé comme des lapins en essayant de semer les forces de l'ordre, ni même pour le simple fait d'avoir tenté de forcer le médecin du village à établir un faux certificat de santé. Non,
car des habitants de la commune ayant repris la battue viennent de tomber sur le corps sans vie du garde-chasse. À présent, et au vu des circonstances, les militaires sont donc suspectés de meurtre. Tiens, comme c'est étrange, je croyais que les militaires étaient des prix Nobel trop intelligents pour pas agir comme des cons. Eh ben, il semblerait que la mort les talonne où qu'ils aillent. À moins que ce soit eux, justement, qui tuent en empilant cadavre sur cadavre au gré de leur errance. En tout cas, ça mérite réflexion. Mais les gendarmes isérois de Crémieux ne sont autorisés à enquêter que sur l'affaire qui les concerne. Autrement dit, le meurtre de Marcel Douzet. Alors, en attendant leurs collègues de Toulouse, qui ont quelques heures de route à faire pour les rejoindre, ils s'attellent à la tâche. Clairement, au début de cet interrogatoire, on n'a que très peu de doutes quant à l'implication des deux jeunes hommes dans ce crime qui semble complètement gratuit. Ils se trouvaient à proximité du lieu du meurtre lorsqu'ils ont été surpris par le déploiement des forces de l'ordre. Et puis bon, les gendarmes sont pas des lapins de 3 semaines. On se met pas à cavaler comme si on avait le diable aux trousses, si on n'a rien à se reprocher. Et pour finir, ces deux-là sont déjà suspectés dans 2 autres affaires de meurtre sordides. Alors bon, c'est sans passer par 4 chemins que la question est posée aux concernés. C'est Philippe Siauve qui passe en premier. A-t-il tué Marcel Douzet, le garde-chasse? Le soldat opine. Oui. Thierry et lui ont bien tiré sur l'homme venu observer les renards. C'est la stupéfaction dans la salle d'interrogatoire. Mais c'est pas tant cet aveu spontané que la façon dont il a été lâché qui choque les gendarmes. Philippe Siauve a répondu à la question comme si on lui avait demandé si ses chocs à pic étaient bons ce matin au petit-déj. Sa réaction est totalement dénuée d'émotion et complètement détachée de l'atrocité de l'acte qu'ils ont commis. C'est un peu comme s'ils avaient répondu « Bah ouais, vous tuez pas des gens, vous ?» Dès les premières minutes de l'entretien, les enquêteurs comprennent qu'ils font face à un individu au trait sociopathe. Pourtant, vous allez voir que c'est rien comparé à ce qui arrive. Philippe Siauve s'explique. 2 jours plus tôt, le 16 juillet, il profite de sa permission pour rentrer chez lui en Isère, où il prévoit de passer le week-end en famille. Thierry Elborgi, son meilleur ami, le rejoint à Saint-Romain-de-Jalionas. Alors tous deux partent un peu vadrouiller dans le village et la campagne pour passer un peu le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour s'amuser quand on est jeune et qu'on habite une petite commune perdue en Isère ? Bah, on peut écouter mon podcast sur Spotify, Affaires criminelles avec Cogitor Stories, dont le lien est en description. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles s'il vous plaît. Pas de podcast pour les deux détraqués, qui ont l'idée du siècle, cambrioler des maisons. C'est ce qu'ils vont s'attacher à faire la majeure partie de l'après-midi, récupérant au passage un petit butin à droite à gauche. Mais aussi et surtout, un fusil à pompe et des munitions qu'ils dénichent dans l'une des habitations qu'ils visitent. Avec une arme entre les mains, les deux appelés de la BOMAP se sentent tout de suite plus virils. La testostérone leur brûle les veines, et ça, c'est un sentiment avec lequel ils aiment particulièrement se griser la tête. Alors, ils marchent un peu sans savoir où aller, en frimant, en se prenant pour des Rambo de la campagne, et en cherchant ce qu'ils pourraient bien faire pour accentuer encore un peu plus leur sentiment de puissance. C'est là qu'ils passent la nuit dans une Citroën AX embourbée, se gavant de pépitos qu'ils ont trouvés dans une autre maison, en se repassant leurs autres virées de ces dernières semaines, lors desquelles ils ont déjà tué. Ouais, je vais me méfier des gens qui mangent des pépitos. Le lendemain, les voilà au volant d'une seconde voiture qu'ils viennent de voler. Mais il y a ce fusil à pompe avec toutes ces belles munitions qui n'attendent qu'à être utilisées, et qui leur brûlent les mains. L'uniforme, c'est bien, l'arme, c'est mieux, mais faut-il encore trouver une cible à abattre ? Sinon, c'est pas marrant. Les vrais hommes, les durs, ils tirent dans le tas. J'ai jamais tiré dans le tas, du coup, moi, je suis un mou. Alors qu'ils sont à Pont-de-Cherruy cette nuit-là, l'occasion parfaite se présente enfin devant eux. Ils passent devant un bar à bougnoul, selon les propres termes de Philippe Siauve. Malheureusement pour eux, et heureusement pour les autres, le lieu est alors désert. C'est à ce moment qu'il dit « Je me suis trompé de café. Ça aurait été un samedi soir et le bar aurait été allumé. J'arrêtais la voiture, je prenais le fusil à pompe et je faisais un carton. » Déçus, ils foncent alors en direction d'une cité HLM, loin d'être choisis au hasard. La majorité de la population qui vit ici est d'origine maghrébine. De nouveau, Thierry Elborgi et Philippe Siauve tirent un peu partout, sur les façades des immeubles et dans les fenêtres. Cependant, ils ne font aucun mort, pas même un blessé. Ce qui, on peut le dire, relève du miracle. Mais ce génocide manqué a passablement frustré les deux paras, qui garent la 205 volée en pleine campagne. Ils sortent de la voiture, fusil en main, et se mettent à tirer sur de pauvres vaches qui n'avaient rien demandé d'autre que de brouter en paix. Dans leur furie sanguinaire, ils tuent 2 bovins et en blessent un autre grièvement. Tout ça, gratuitement. Pour rigoler, commente Philippe Siauve, qui raconte que de massacrer de pauvres bêtes sans défense au fusil à pompe, ça les a vraiment mis en joie. Les cadavres des vaches sont encore fumants lorsque les 2 militaires s'approchent couteau à la main. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner,
Alors pourquoi pas se faire un bon steak? Sauf qu'ils ont beau se la raconter, dans la pratique, plus personne n'a envie de fourrer les mains dans les entrailles chaudes et sanguinolentes de l'animal. Après la découpe, ils ne parviennent pas à la manger et abandonnent l'idée. Tant pis pour le barbecue. Ils se rabattent donc sur des pains au chocolat, volés là encore, qu'ils dégustent au bord du Rhône. Mais leur trajet sanglant n'est pas encore terminé. Toujours animés par on ne sait quelle volonté morbide et cruelle, ils errent ensuite en tirant sur une maison où ils pensent voir des Arabes. Puis ils volent le sac d'une dame qui attend son bus, et craignant d'avoir été repérés, mettent le feu à leur voiture dans une forêt près de Saint-Roman-de-Gelionnas. C'est cet incendie, rougeoyant dans l'aube, qui attire l'attention de Marcel le garde-chasse, alors qu'il était en route pour le bois des Deux-Rivières. Philippe Siauve et Thierry Elborgy sont à ce moment en train de faire un nouveau massacre dans un autre troupeau de vaches. Et oui, malheureusement, il leur reste des balles. Forcément, Marcel va à leur rencontre et s'interpose, armé lui aussi. La tension monte extrêmement vite entre le garde-chasse et les parasanguinaires, qui ne lui sont pas si étrangers que ça. Bah oui, Marcel reconnaît très bien Siauve, originaire du même village que lui. Mais ça, ce dernier s'en fiche pas mal. Tout ce qu'il veut, c'est tuer. Le vieux tremblait de partout, il n'arrivait pas à bouger. J'ai dit à Thierry « Tire, tire !» Et il a tiré le premier, déclare-t-il sans l'ombre d'un remords. Atteint en plein visage, Marcel Doucet s'effondre instantanément, mort. Après quoi, il recouvre le corps de branches, cache la mobilette et les fusils et rentre à pied jusqu'au domicile de Philippe Siauve. Et s'ils sont revenus sur les lieux du crime, au moment où ils ont croisé les gendarmes, c'était parce qu'ils souhaitaient enterrer le corps de leur victime, craignant qu'il ne soit rapidement découvert. Voilà donc comment le garde-chasse du village a trouvé la mort. Il a tout simplement eu le malheur de croiser la route de deux jeunes appelés cruels et complètement tarés, assoiffés de sang, qui se sont tous deux entraînés vers le pire pendant une simple sortie entre copains. Le meurtre de Marcel vient de trouver son dénouement, tragique et stupide. Mais en plein milieu de la nuit, les gendarmes toulousains franchissent enfin la porte du commissariat de Crémieux, après avoir roulé pendant des centaines de kilomètres. Et eux viennent pas demander des comptes au sujet de Marcel Doucet, mais des deux jeunes filles que l'on a retrouvées carbonisées dans la 205 abandonnée, devant la BOMAP, et pour lesquelles tous les soupçons convergent dans une seule et même direction, les paras-meurtriers. C'est encore et toujours Philippe Siauve, à qui on attribue sans conteste le rôle de leader, qui passe en premier sur le grill. Et face à un lieutenant-colonel, la musique est tout à coup bien différente. Le jeune homme se défend vertement d'être responsable du massacre des deux filles, dont l'identité n'a toujours pas été établie. Ce comportement désarçonne un peu le gradé. Bah oui, parce que s'ils sont réellement coupables dans leur affaire, pourquoi avouer immédiatement le meurtre délibéré du sexagénaire et pas celui des filles? Est-ce qu'ils craignent que le retentissement de ce double meurtre soit bien plus considérable que celui d'un garde-chasse âgé d'une petite commune? Ou bien les gendarmes et les policiers ont-ils fait fausse route jusque-là et doivent-ils reprendre l'enquête de zéro? Dans ce dernier cas, il y a de fortes chances que le dossier pour lequel on n'a trouvé aucune piste à exploiter traîne quelques années sans avancement majeur, puis finisse par se refermer et devienne un cold case. C'est précisément ce que les gendarmes craignent, si ce ne sont pas les paras. Alors c'est qui? Thierry Elborgy, le second appelé, est interrogé à son tour. Et autant dire que toutes les questions et les appréhensions qui fourmillaient dans la tête du lieutenant-colonel s'évaporent en un instant pour se muer en un sentiment d'horreur sans nom. Oui, ses amis et lui ont bien mis à mort puis brûlé les deux filles de la 205. Attendez, quoi? Ses amis? Eh bah oui, parce que ce soir-là, il n'était plus deux mais trois. Philippe Siauve, Thierry Jaouin, un autre appelé du contingent de la BOMAP, et lui. D'ailleurs, tant qu'à faire, Elborgy tient tout de suite à mettre les choses au clair concernant l'affaire d'Isabelle Rabou. Il y était pas. Non, ce coup-là, c'était Siauve, Jaouin et Daniel Feuerstein, lui aussi para Francazal. Si on fait les comptes, les tueurs de la BOMAP ne sont donc plus seulement deux, mais quatre. Quatre jeunes hommes à peine adultes qui se sont rendus coupables des pires atrocités que l'on puisse imaginer et que Thierry Elborgy s'apprête à retracer avec le même détachement glacial que son meilleur ami au sujet du meurtre de la veille. L'histoire des paras de Francazal s'apprête à s'écrire, sans que personne n'imagine encore la dimension épouvantable qui l'imprègne. Nous sommes le soir du mardi 30 mai 1989, soit un peu moins de 7 semaines avant que Philippe Siauve et Thierry Elborgy n'abattent froidement Marcel Doucet en Isère. Siauve, tout comme ses amis de la BOMAP, Daniel Feuerstein et Thierry Jaouin,
a passé la journée à la base de Francazal dans le cadre de son service militaire obligatoire. Une journée fatigante, ennuyeuse, après laquelle ils n'ont plus qu'une chose en tête, s'amuser en ville. Alors, comme ils en ont l'habitude, tous trois vadrouillent un peu dans les rues de Toulouse, à la recherche d'une occasion de faire main basse sur quelques autoradios, qu'ils pourront revendre par la suite, mais aussi dans l'espoir de rencontrer des filles. Car si les garçons sortent régulièrement en ville après leur service, c'est non seulement pour aller jouer les durs avec leurs insignes de para, mais aussi et surtout pour séduire quelques demoiselles avec qui ils pourront passer la nuit. Siov, Jaouin et Feuerstein se promènent donc, bière à la main, jouant au coin des lèvres. Seulement, la nuit défile. Et ils savent parfaitement que le lendemain matin, ils devront être présents à l'heure et en tenue à la base s'ils veulent pas avoir de problème. Sauf que nos 3 prix Nobel ne connaissent qu'une seule façon de se déplacer, en voiture volée. Un peu après minuit, ils se mettent donc à la recherche d'un véhicule qu'ils pourront emprunter en toute discrétion. Le seul petit bémol, c'est qu'ils ont justement oublié l'outil dont ils se servent d'ordinaire pour forcer les serrures. Et à la main, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je crois. Philippe Siov et ses acolytes tentent le coup 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais sans matériel adapté, les portières refusent de céder. À leurs yeux, il reste plus qu'une seule solution. Rentrer à pied, ou en petite foulée pour effectuer leur séance de sport de la semaine. Et puis quoi encore? Non, il existe quelque chose de bien plus distrayant à leurs yeux. Ça s'appelle le carjacking. À l'affût, dans l'ombre des ruelles étroites et derrière les grilles des parkings, les paras guettent et traquent leurs futures victimes, comme des prédateurs en chasse, sans la moindre considération des valeurs et de la discipline qu'ils sont censés porter en tant que militaires. De toute façon, à la différence des soldats de carrière, eux n'ont pas demandé à être là. Alors pourquoi faire encore semblant d'adhérer à cette mentalité rigide et vieillotte lorsqu'ils sont libres de leurs faits et gestes? Soudain, une petite Opel Corsa blanche fait son apparition au bout de la rue. Elle passe devant eux et là, bingo, quelques mètres plus loin, la voiture engage une manœuvre pour se garer au pied d'un immeuble. C'est Isabelle Rabou, la jeune kinésithérapeute qui vient de rentrer de sa soirée avec ses amis et s'apprête à rejoindre une autre proche qui l'héberge pour la nuit. Seulement, elle ne montera jamais les marches menant à l'appartement. Car si elle ne les a pas encore remarquées, Jaouin, Siov et Feuerstein, eux, ont tous les 3 les yeux braqués sur la voiture, avant même qu'ils ne prononcent le moindre mot ou qu'ils ne décident quoi que ce soit. La silhouette délicate d'Isabelle apparaît à travers la vitre. Les paras échangent un bref regard. Dans l'obscurité, leurs yeux luisent d'excitation. Quand on a vu arriver l'Opel Corsa, on s'est regardé. Quand on a vu que c'était une femme qui conduisait, on s'est compris, confie l'un des 3. Car s'ils ont besoin de voler une voiture, ils ont surtout envie de s'amuser. C'est Philippe Siov qui se jette en premier dans le véhicule. Isabelle n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, que son agresseur l'a déjà poussé sur le siège passager pour prendre sa place derrière le volant. En un battement de cils, ses 2 complices ont pris place à l'arrière, refermé les portières, et l'Opel redémarre en trombe avant même d'être entrée dans sa place de parking. Alors qu'elle était littéralement à 2 pas de chez son ami, Isabelle Rabou disparaît dans la nuit. Complètement paniquée, la jeune femme pleure, crie, supplie qu'on la laisse partir, derrière les rires de ses 3 ravisseurs, qui passent le trajet à plaisanter ensemble et à s'amuser de la situation. Elle sait pas ce que ces inconnus lui veulent, s'ils en ont après son argent, sa voiture, ou pire. Mais elle sent son pouls battre dans ses tempes, et son cœur se fracasser de terreur contre sa poitrine. Ce qu'elle ignore encore, c'est que son cauchemar ne fait que commencer. Siov prend la direction de Francazal. C'est lui qui mène les opérations. Mais ni Feuerstein ni Jaouin ne tentent de raisonner leur ami pour mettre un terme à cette folie, ou même venir en aide à Isabelle. Le groupe passe devant l'entrée de la BOMAP, mais s'arrête pas. Il continue encore à rouler plusieurs kilomètres, avant que Philippe Siov ne décide de bifurquer dans un champ, au milieu de nulle part. Là, dans un silence étendu, Thierry Jaouin et Frank Feuerstein sortent de la voiture, laissant leur ami seul avec la femme qu'ils viennent d'enlever. En ignorant tous ces appels à l'aide désespérés, Siov se tourne alors vers sa victime et lui ordonne de se déshabiller sur le champ. Évidemment, elle refuse, les joues brûlantes de larmes. Face à cette réponse négative, il commence lui-même à ôter ses vêtements. Le militaire a bien l'intention d'en profiter ce soir et de s'amuser avec une fille de gré ou de force. Tandis que Jaouin et Feuerstein font sagement le pied de grue à l'extérieur, Isabelle est abusée par Siov dans sa voiture. Non seulement les 2 complices ne songent pas à lever le petit doigt alors qu'ils pourraient tout arrêter, mais en plus de ça, ils ne patientent pas pour rien. Ils attendent que Siov leur laisse la place. Tour à tour, chacun des 3 militaires va ainsi abuser d'Isabelle dans la voiture. Pour la jeune femme, qui ne fait malheureusement pas le poids aux mains de ses agresseurs,
Les minutes qui filent durant ce laps de temps durent une éternité. Elle l'a compris. Ses suppliques et ses cris n'ont pas le moindre effet sur ces tortionnaires, qui ne semblent pas capables de la moindre bribe d'émotion. Pourtant, son calvaire est encore loin d'être terminé. Une fois leur sale besogne achevée, les trois amis prennent ensemble une décision inimaginable. Éliminer leur victime, pour éviter que quiconque ne puisse témoigner de ce qui s'est passé dans ce champ. C'est le plus sûr, pour éviter de se faire du souci une fois qu'ils seront rentrés à la base. Comme ça, c'est réglé. Plus besoin d'en parler. Et ça, c'est OK pour tout le monde. Alors qu'elle imagine peut-être que son cauchemar est enfin terminé, Isabelle sort de sa voiture. Elle est en larmes, brisée et complètement détruite, mais il se peut qu'elle ait au moins la vie sauve. Seulement c'est ce moment que choisit Siove pour se faufiler derrière elle, ceinturon à la main, et lui passe brusquement autour de la gorge en serrant de toutes ses forces. De leurs propres aveux, les meurtriers d'Isabelle, qui livrent ce récit en entrant dans tous les détails, affirment que la mise à mort dure plus d'une dizaine de minutes. Si vous prenez votre montre en main, vous verrez que 10 minutes d'étranglement, c'est long. Vraiment très long. En fait, à ce stade, on peut clairement parler d'actes de torture. Si Isabelle finit par s'écrouler au sol, elle ne meurt pas immédiatement. Siove doit redoubler d'efforts pour éteindre les derniers éclats de vie dans son regard voilé et faire cesser les derniers soubresauts de ses jambes qui battent le sol avec l'énergie du désespoir. En s'aidant de son genou, il tire de toutes ses forces sur l'une des extrémités de la ceinture, tandis que Feuerstein saisit l'autre partie pour faire de même. Sans qu'on sache si ça se passe avant ou après la mort d'Isabelle, les paras de l'horreur s'amusent aussi à jouer aux fléchettes avec le dos de leur victime. Ils jettent plusieurs fois un couteau dont la lame se plante profondément dans la chair. Thierry Jaouin, de son côté, reste en retrait. Il n'a pas vraiment envie de voir ça. Alors il choisit simplement de fermer les yeux. Il ne peut donc qu'entendre le bruit des coups de tournevis avec lequel Siove se met ensuite à poignarder le corps de la jeune femme. La dépouille est abandonnée sur place. Mais avant de partir, le meneur du trio s'offre un dernier plaisir. Il enclenche la marche arrière et roule sur le cadavre d'Isabelle. Dernière étape pour être certain de dormir sur leurs deux oreilles. Les monstres mettent le feu à la voiture qui les incrimine. Environ 200 mètres avant d'arriver à la Baumap. Maintenant, il ne leur reste plus qu'un petit trajet à effectuer à pied pour reprendre leur quartier, comme si rien ne s'était passé. Et effectivement, malgré les soupçons des enquêteurs de la police judiciaire, ils ne sont inquiétés à aucun moment par leur hiérarchie. Ça permettra à Philippe Siove, Thierry Elborgi et Thierry Jaouin de s'en prendre à deux nouvelles victimes un peu plus d'un mois après ce premier meurtre barbare, et de faire preuve d'encore plus de sauvagerie. Cette fois-ci, les trois appelés du contingent se retrouvent à la gare de Toulouse après leur service. Un peu par hasard, ils apprennent alors qu'une fête communale serait en train de se dérouler en ce moment même, à Muret, une ville située à 20 km au sud-ouest de Toulouse. Cette petite fiesta, c'est la promesse d'une nuit placée sous le signe de l'alcool, de l'amusement et bien sûr, des filles. Pour rejoindre la ville, rien de plus simple. Il leur suffit, comme d'habitude, de voler une voiture. Mais alors qu'ils sont en route pour le centre-ville de Muret, où se déroulent les festivités, ils croisent deux jeunes filles en train de faire du stop. Le trio ralentit, puis s'arrête à la hauteur des filles, dont l'une est manifestement très jeune, et se propose de les emmener là où elles veulent. Seulement, c'est loin d'être par pure galanterie. Car Siove, Jaouin et Elborgi sont une fois de plus en chasse. Tout ce qui les intéresse et les motive, c'est de satisfaire leurs envies charnelles. Et pour ça, toutes les occasions sont bonnes à saisir, peu importe l'âge ou la situation de la jeune fille en question. Mais ici, on touche à un autre aspect du crime. L'une des filles est âgée de 18 ans à peine, tandis que l'autre n'a que 12 ans. C'est encore une enfant. Atrocement, il ne s'agit que d'un détail, aux yeux des trois détraqués de Franck Hazal qui sourient lorsque les futures victimes prennent place dans le véhicule. L'horreur s'apprête à se répéter. Siove, qui n'a pas envie d'attendre plus longtemps avant de réaliser ses fantasmes tordus, s'arrête assez vite dans un champ isolé, tout comme il l'avait fait au moment du meurtre d'Isabelle. Malheureusement, les filles ne réalisent que trop tard la manœuvre et sont forcées de descendre de la voiture. Siove tente tout d'abord de s'en prendre à la plus âgée des deux, mais il se retrouve subitement confronté à une réalité qu'il n'avait pas prévue. Elle est en période menstruelle. Sauf que le militaire n'a pas l'intention d'en rester là et de repartir sans s'être contenté d'une façon ou d'une autre. Il se tourne alors vers la petite, qu'il frappe et agresse sexuellement sans une once de scrupule. Vient ensuite le tour de Thierry Jaouin, puis Thierry Elborgi, qui là encore obéissent sans poser de questions et prennent leur part du gâteau. Quand bien même il s'agit, sans l'ombre d'un doute, d'une mineure. Tout comme pour Isabelle, les hurlements et les pleurs des filles se noient dans l'immensité de ce champ perdu dans la campagne,
sans personne pour les entendre. Mais cette fois-ci, elles sont deux. Alors, dès l'instant où elle entrevoit une porte de sortie, la plus âgée tente le tout pour le tout. Elle tente de fuir, mais elle est rapidement rattrapée par Siov et El Borji, qui l'immobilisent ventre au sol avant de commencer à l'étrangler tous les deux à l'aide d'une ceinture. Car là aussi, il est hors de question de laisser un seul témoin en vie. Cette manière de faire est tout simplement en train de devenir le mode opératoire des parades francasales qui, pour certains, réunissent tous les codes des tueurs en série. Mais si tous sont complices et coupables d'une façon ou d'une autre, d'après l'aveu même de Philippe Siov, c'est toujours lui qui pousse la cruauté à son paroxysme. Une cruauté dont il fait part aux gendarmes d'une voix monocorde et totalement indifférente. Ce qui rend le récit des événements d'autant plus insupportable. Pendant qu'El Borji continue d'étrangler l'aîné à mort, il va emprunter le couteau de Jaouin et revient poignarder l'adolescente dans le dos à plusieurs reprises. Puis, selon ses propres mots, il finit par la saigner en lui enfonçant la lame 3 ou 4 fois dans la gorge. Il ne faut pas oublier que durant tout le temps que dure la torture et le massacre de la plus âgée, la petite à côté entend tout. Des appels à l'aide déchirants de son ami qui lutte pour sa vie, jusqu'à sa voix qui meurt dans sa gorge lorsqu'elle rend son dernier souffle. Aucun des tueurs ne précise s'ils rigolent toujours pendant qu'ils commettent ces atrocités, ni même ce qu'ils se disent, mais une chose est certaine, la fillette, recroquevillée de terreur, sait qu'ils ne la laisseront pas partir non plus. Quelques minutes plus tard, elle est lardée de coups de couteau à son tour. À présent que les filles sont toutes les deux mortes, et que plus personne n'est donc susceptible de témoigner de leur monstruosité, le trio balance les cadavres dans le coffre de la Peugeot 205. Ils reprennent la route avec les dépouilles dans la voiture jusqu'à arriver près de la Baumap, où ils repèrent un chantier en bord de route. Là, ils poussent le véhicule dans une sorte de trou, puis mettent le feu pour faire disparaître définitivement les dernières traces de leur crime. Le choc et la confusion saisissent les gendarmes à la fin de cette audition. Les faits sont ignobles, les mobiles encore plus, mais l'indifférence des accusés est tout bonnement insupportable. Les heures qui suivent, Frank Feuerstein et Thierry Jaouin, qui sont encore à la base, sont à leur tour placés en état d'arrestation. En garde à vue, les deux suspects confirment tout ce que leurs camarades ont déclaré aux gendarmes de l'Isère. Pour la petite histoire, l'un d'eux a tout de même le culot de tenter d'attendrir les enquêteurs en expliquant qu'il a certes abusé de la petite et participé au meurtre, mais qu'avant ça, il a eu la bonté d'âme de lui offrir sa dernière cigarette. Tant de gentillesse, vraiment ça s'applaudit. Mais pas sûr que cette anecdote, dont on n'est d'ailleurs même pas sûr qu'elle soit vraie, allège la peine des parents de la victime lors du procès. D'ailleurs, il reste encore une interrogation majeure à laquelle aucun des 4 accusés n'est capable de donner une réponse. Qui étaient les victimes de Muret ? Dès le début de l'enquête, les gendarmes toulousains ont fait paraître à la télévision les photos de bijoux retrouvés dans le coffre. Seul indice que les flammes n'avaient pas complètement dévoré. Le pari consiste à attendre que l'une ou l'autre des familles tombe sur les clichés et reconnaissent formellement l'un des objets comme appartenant à une proche disparue. En fait, à ce moment, c'est leur seule et unique chance de pouvoir établir leurs identités. Une semaine après l'arrestation des coupables, le 25 juillet, le voile se lève enfin. Les victimes se nomment Noria Boussedra, 18 ans, et Maria Luisa de Azevedo, 12 ans. C'est la grande sœur de Nora qui, depuis l'Algérie, a reconnu l'un des bijoux, en regardant par hasard un reportage sur l'affaire à la télévision. Une bague à l'effigie de la reine Victoria, dont sa sœur ne se séparait jamais. En état de choc, elle n'a pas le moindre doute et compose donc le numéro de la gendarmerie, affiché à l'écran. Après quelques vérifications, les enquêteurs apprennent ainsi l'identité de la seconde jeune fille, de qui Noria était très proche. Aucune des deux n'a plus donné signe de vie depuis le 10 juillet 1989. Mais alors, et d'autant plus au vu de l'âge de Maria Luisa, comment expliquer que leurs parents ne soient jamais inquiétés de leur disparition ? Notamment parce que toutes les deux étaient habituées à fuguer, et que les familles vivaient recroquevillées sur elles-mêmes sans regarder la télévision ni écouter la radio. Aussi fou que ça paraisse, elles n'avaient donc pas eu vent de la découverte des cadavres des 2 jeunes filles, que la gendarmerie cherchait désespérément à identifier. Quand elles ont croisé la route des Paras le soir de leur assassinat, elles avaient été faire un tour à la fête de Muret et tenter de rentrer chez elles en stop. Tristement, cette nuit-là, c'est dans la voiture de leur bourreau qu'elles ont accepté de monter. C'est certain, Siov, Jaouin, Feuerstein et El Borji se sont rendus coupables d'atrocités dont seuls les pires sadiques de l'histoire du crime sont capables. En plus de ça, ils ont tous démontré un manque d'empathie et une absence de remords auxquels on a encore du mal à croire. Pour cette raison, en vue du procès qui s'annonce à la fois complexe et historique, de par les faits mais aussi le profil et le nombre des accusés,
la justice commence à s'intéresser d'un peu plus près au passé des 4 jeunes. À commencer par celui de Philippe Siauve, qui semble porter le titre de leader autoproclamé dans le groupe. Dès qu'on gratte un peu, on comprend très vite que le militaire n'a pas démarré de la plus saine des façons dans la vie. Fils de prostituée, il a été témoin dès l'enfance des activités particulières de sa mère, qui faisait défiler les clients à son propre domicile. Livré à lui-même, il se voit contraint d'aller voler de la nourriture dans des supermarchés pour se nourrir lui-même, ainsi que ses 3 petits frères. Comme si le traumatisme n'était déjà pas assez fort, la mère de famille finit d'ailleurs par abandonner ses enfants pour de bon. C'est sa grand-mère qui les recueille, en leur offrant un toit à Saint-Romain de Jalionas. Mais celle-ci a beau faire en sorte que les enfants ne manquent plus de rien sur le plan matériel, rien ne peut combler le vide créé par une mère qui a jeté sa propre progéniture comme on se débarrasse d'un sac d'ordures. Le mal est fait. Et la blessure est profonde. Toute l'adolescence de Philippe Siauve porte les stigmates de cette souffrance silencieuse. Le jeune homme tourmenté essaie de jouer le voyou dans les rues de son village, en fumant des joints et en se vantant d'être l'auteur de petits larcins. En parallèle, il cumule les échecs scolaires. L'arrêt de ses études dans un premier temps, puis l'abandon de sa formation de boucher, dont il n'obtiendra jamais le diplôme. Et comme le travail ne l'intéresse pas, il se tourne de plus en plus vers la délinquance. Mais juste après avoir obtenu sa majorité, il décide qu'il est temps pour lui de démarrer une nouvelle vie. Il demande alors à accomplir son service militaire plus tôt que prévu, et se fait engager dans un régiment de parachutistes où il fera plus tard la connaissance de ses sinistres acolytes. D'ailleurs, Thierry Elborger et lui ont en commun d'avoir tous deux devancé leur service militaire. Et l'histoire de ce dernier n'est pas franchement plus joyeuse que celle de Philippe Siauve. Au contraire. Bah oui, parce que personne ne lui a jamais caché la terrible réalité derrière sa naissance. Il est l'enfant d'un viol que sa mère a subi à l'âge de 14 ans, au sein même de la famille proche. Et pour cause, c'est le propre beau-père de l'adolescente qui a abusé d'elle. Fracassé psychologiquement par ce drame qu'aucun enfant ne devrait avoir apporté, il réagit mal lorsque sa mère décide par la suite de se marier avec un homme d'origine marocaine. Ça n'empêche ni le couple de s'unir, ni ce nouveau beau-père de donner son nom, Elborji, à ce fils qu'il accepte d'adopter officiellement. Sur le papier, aucun souci pour devenir le père de Thierry. Mais dans la réalité, l'homme ne daigne même pas accorder un regard à cet enfant doublement illégitime à ses yeux. Il éprouve plus du dégoût qu'autre chose pour ce rejeton qui salit l'image de leur famille. Et ces sentiments de dédain amer vont même se propager à tout l'entourage du nouveau couple. En retour, Thierry Elborji va cultiver une véritable haine pour ce nom qu'il n'a jamais choisi de porter. De fil en aiguille, c'est même tout un amalgame de colère et de rancœur qu'il nourrit non seulement à l'encontre de son beau-père, mais aussi et plus dangereusement de toute la communauté maghrébine. Elborji ne supporte pas de passer pour un arabe. Alors, à 12 ans seulement, des papiers d'identité falsifiés en poche, il part vivre dans des squats aux côtés de sans-abri. Il grandit seul, ou presque, en se droguant et en s'alcoolisant régulièrement, sans autre éducation que celle de la rue. Mais vers l'âge de 16 ans, un peu comme Philippe Siauve, Thierry Elborji cherche un moyen de sortir de ce cercle infernal qu'est devenu sa vie. Il suit une formation de mécanicien, mais à l'issue de celle-ci, il retrouve très vite l'austérité de sa vie de marginal. Finalement, 2 ans plus tard, il anticipe lui aussi son service militaire. Du jour au lendemain, le voilà passé de la rue au corps des paras de Franck Hazal. Pour ce qui est de leurs complices, Thierry Jaouin et Frank Feuerstein, il s'avère que l'histoire n'est pas aussi dramatique. Bien qu'il n'ait pas connu son père, Feuerstein est un enfant qui a toujours été couvert de l'amour et de l'attention de sa mère. Passionné de moto, mais mauvais élève lui aussi, il rate son CAP de mécanicien et se contente de vivoter au travers de petits boulots jusqu'à ce qu'il soit appelé à la BOMAP pour accomplir son service militaire. De l'avis de tous ses proches, c'est un jeune homme calme, agréable et qui cause jamais de problème. Seulement, son attitude change radicalement lorsqu'il fait la rencontre de Philippe Siauve et Thierry Elborji à la base, avec qui il se met à boire de l'alcool en cachette et à fumer de l'herbe. Quant à l'enfance de Thierry Jaouin, elle peut presque être apposée comme un calque sur celle de Feuerstein, bien qu'il soit finalement le seul à avoir vécu avec ses 2 parents. C'est un petit garçon que l'on peut qualifier de normal, qui grandit dans un cadre familial équilibré et qui décroche un CAP de boucher avant d'être employé par son premier patron. Selon celui-ci, le jeune homme est un employé modèle et de confiance, bien que parfois un peu timide. Il a cette particularité de toujours répondre par l'affirmative quand on lui demande de faire quelque chose. Mais alors, se pourrait-il que Jaouin et Feuerstein, des post-adolescents bien dans leur basket, aient été manipulés ou embrigadés par le diable en personne, c'est-à-dire Siauve et Elborji?
C'est vrai, et les experts le soulignent. L'effet de groupe a été déterminant dans le cadre de ces échappées sanglantes. Mais ce serait prendre un très gros raccourci que d'affirmer que ces derniers ont agi malgré eux, ou sous une influence tellement forte qu'ils n'avaient pas d'autre option. Thierry Jaouin et Frank Feuerstein ont surtout fait preuve d'une lâcheté sans égale, en choisissant la passivité lorsqu'ils n'étaient pas eux-mêmes en train d'agresser les victimes. Les jours suivant le meurtre sauvage d'Isabelle Rabou, rien les empêchait de contacter l'un de leurs supérieurs ou même d'avertir la gendarmerie sous couvert d'anonymat, ce qui aurait sans doute sauvé la vie de Noria et Maria Luisa, ainsi que celle de Marcel Douzet. Dans ce dossier, faut donc pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle l'effet de meute, qui est un peu trop facile pour expliquer les 4 meurtres, les actes de torture et les agressions sexuelles, ainsi que l'absence totale de remords partagée par tous les accusés. Mais c'est pourtant l'axe choisi par la défense lors du procès qui débute le 15 avril 1991, et contre lequel se dresse l'accusation qui souhaite que chacun des 4 militaires porte individuellement le fardeau qui lui revient. Lors du premier jour aux assises, dès 6 heures du matin, une foule innombrable se presse devant les portes du bâtiment en espérant obtenir une place. Le public est surchauffé, furieux, et 10 ans après son abolition, il scande un retour exceptionnel à la peine de mort pour les 4 tueurs qui vont être jugés ensemble. L'affaire des suppliciés de Francazal, pour laquelle on ne mentionne parfois même plus le meurtre de Marcel Douzet, tant il fait figure de crime mineur à côté du calvaire des jeunes filles, défraye la chronique. 10 jours durant, Jaouin, Siauve, Feuerstein et El Borgi livrent à nouveau les faits sous l'œil des caméras, des journalistes et du public. Sauf qu'ils le font de la même manière que lorsqu'ils étaient face aux gendarmes, comme s'ils racontaient leur dernière partie de foot. Les mentions des actes de torture commis sur les filles sont si difficiles à entendre qu'ils provoquent même des malaises et des pertes de connaissance dans la salle. L'avocat des parties civiles admet que le phénomène de meute a très certainement démultiplié les violences individuelles, mais il tempère, en rappelant que les faits ont atteint un tel degré d'horreur qu'il ne suffit plus à résumer les comportements de l'un ou de l'autre. Les psychiatres qui ont été chargés d'expertiser la santé mentale de chacun des 4 accusés confirment d'ailleurs qu'ils sont parfaitement normaux, malgré certaines casseroles. Et quand ils s'expriment, ils ne font qu'aggraver un peu plus leur cas, au grand désespoir de leurs avocats. Thierry El Borgi proclame qu'il aurait préféré tuer des Maghrébins, quand Philippe Siauve, son acolyte, affirme « Si j'avais su que je risquais 20 ans pour tirer un coup, je serais allé aux putes. » Il disait quoi l'adjudant au début de la vidéo déjà ? Voilà qui résume assez bien la mentalité des para-meurtriers, ainsi que la teneur du procès qui se clôture par ces mots exceptionnels de l'avocat général. Comment ne pas penser que le plus juste châtiment serait la peine capitale ? L'avocat de la famille Rabou, qui supplie à son tour les jurés de ne pas avoir de pitié pour eux, tout comme ils n'en ont pas eu pour leurs victimes, semble heureusement avoir été entendu, après plus de 7 heures de délibéré. La peine prononcée contre Philippe Siauve et Thierry El Borgi est la plus lourde jamais prononcée en France à l'époque, la perpétuité, assortie de 30 ans de sûreté. Quant à Thierry Jaouin et Frank Feuerstein, la Cour retient malgré tout qu'ils se trouvaient sous l'influence de leurs compagnons. Ils écopent donc de peines légèrement plus clémentes, soit la perpétuité assortie d'une période de 15 ans de sûreté pour le premier, et la perpétuité assortie de 13 ans pour le second. Mais cette histoire datant de plus de 30 ans, les choses ont un peu bougé depuis. Tout d'abord, l'un des 4 accusés, Frank Feuerstein, a fini ses jours en prison, puisqu'il est décédé au courant de l'année 2012. Seul Thierry Jaouin s'en tire un peu mieux que ses camarades, puisqu'il se trouve en liberté conditionnelle depuis fin 2009. Cette annonce n'a pas manqué de faire sortir le père d'Isabelle de son silence. Il a pris la plume pour écrire toute sa douleur et son incompréhension à la juge responsable de la décision. « Je considère cette libération comme une insulte à la mémoire de ma fille. Une sorte de 2e assassinat que vous cautionnez, écrit-il. Une plainte qui ne fera malheureusement pas reculer la justice, celle-ci estimant que Thierry Jaouin méritait finalement une seconde chance, bien qu'il n'ait lui-même jamais daigné l'offrir à ses victimes. Les 2 derniers sont toujours en train de jouer à chat dans les douches de la prison. Voici pour cette affaire française absolument horrible, peut-être l'une des pires, en tout cas elle apparaît clairement dans le classement. Si vous avez été assez courageux pour arriver jusque-là, écrivez militaire en commentaire. N'oubliez pas le lien du podcast Spotify en description, allez me rejoindre et mettez-moi 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner non plus, à liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.